retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'implémentation de HubSpot de A à Z et surtout de réussir son onboarding du CRM HubSpot. Alors, Sandrine, les hôtes du jour, nous avons Sandrine Mézou elle-même qui va se présenter juste après et moi-même, Julien Deromo, je suis le fondateur de l'agence Pilotine. Donc voilà, j'ai eu la chance de créer cette belle agence il y a 12 ans maintenant, dont Sandrine fait partie. Et voilà, Sandrine, je suis très très heureux de t'accueillir aujourd'hui pour parler de HubSpot. Mais Sandrine, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi avant de passer à la suite? Oui, merci Julien. Ça fait plus de 5 ans maintenant que j'ai rejoint Pilotine en tant que consultante. Je dirige en particulier le déploiement des projets HubSpot. Donc, c'est dans ce cadre-là que je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aller un petit peu plus dans les détails de ce que nous-mêmes on vit quand on met en place un onboarding et puis partager avec vous, répondre à des questions éventuelles que vous pourriez avoir. Trop bien. Donc, Sandrine, voilà, c'est notre championne HubSpot. Je crois qu'elle rêve HubSpot, elle mange HubSpot. À chaque fois qu'on a un besoin chez Pilotine, elle dit est-ce que tu as pensé à faire ça avec HubSpot? Donc, voilà, vous avez ici la meilleure interlocutrice qui pourra vous parler de son outil favori qui est HubSpot. Mais avant tout ça, Sandrine, quel est ton gâteau préféré? Ah, On va pas pardon. parler des expertises, comme ça, on va Mon donner un gâteau, petit peu de substance. Sandrine, pardon. c'est quoi ton Mon gâteau gâteau préféré? préféré, c'est le cheesecake, toujours. C'est Le mon cheesecake, ouais. toujours, ça n'a pas Ouais, changé depuis 5 ans et ça, ouais. c'est bien. Donc, on peut compter sur la stabilité de Sandrine. Toujours le cheesecake. Parfait. Donc, pour vous en dire un petit peu plus sur Pilotine avant de passer à la suite, donc on a 4 grandes expertises. La première, c'est le branding, faire des jolis logos, des chartes graphiques, des identités visuelles. C'est les sites WordPress. C'est vrai que 70% de notre activité, c'est de faire de magnifiques sites internet avec WordPress. On ne fait que ça. Donc, du coup, on le fait super bien. Et on a la brique accompagnement et formation. Et c'est sur ces 2 briques que Sandrine intervient. La brique accompagnement, on va accompagner nos clients à mettre en place, déployer des solutions de CRM et de marketing automation comme HubSpot, mais on fait aussi ActiveCampaign, Brevo. On est indépendant de toutes ces solutions. Du coup, on peut vous recommander la meilleure. L'outil préféré de Sandrine, vous l'aurez peut-être compris et vous le comprendrez encore après, ça reste HubSpot parce que c'est la Rolls-Royce de ces outils. Donc, on va vous parler de tout ça aujourd'hui. Et dans notre dernier pôle de compétences qui est l'aspect formation, on adresse pas mal de sujets, référencement naturel et tout, mais aussi HubSpot. Donc, Sandrine donne des formations sur HubSpot, que ce soit pour la brique sales, on va aussi pouvoir former sur la brique marketing, sur plein d'autres briques sur HubSpot, mais en tout cas, voilà, on a aussi la partie organisme de formation. Au top. Pour la petite info, voilà, disclaimer, Pilotine est partenaire d'HubSpot, comme on l'est avec ActiveCampaign, Pledzi, Brevo ou d'autres solutions, mais on est partenaire HubSpot et on allait un petit peu plus loin parce qu'on est même partenaire Platinum. C'était la grande fierté de Sandrine. On a eu notre trophée. Quand est-ce qu'on a eu notre trophée déjà, Sandrine? En janvier. En janvier, on a eu notre super trophée en janvier qui est sur le bureau. Et donc, du coup, on a pas mal de partenariats. On peut implémenter beaucoup de hubs. Voilà, on est très fiers de tout ça parce que juste Sandrine et la team Pilotine fait un super travail sur HubSpot et on accompagne de nombreux clients. Je ne sais pas si tu veux en dire un petit peu plus là-dessus, Sandrine. Oui, en fait, le partenariat, il date de plus longtemps que janvier 2025, hein, puisque ça fait 4 ans que nous sommes partenaires, mais il y a différents niveaux. Donc, on était ce qu'on va appeler provider, hein, c'est-à-dire qu'on était capable d'accompagner, mais nous n'avions pas les différentes certifications qui sont affichées là. Voilà, on n'avait pas ce niveau d'engagement-là dans la solution, et c'est le cas depuis plus de 2 ans. Depuis plus de 2 ans, nous sommes partenaires. Alors, il y a des strates, hein. D'abord partenaire simple, et puis partenaire Gold, et effectivement, depuis janvier, Platinum. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà eu un certain nombre d'accompagnements et aussi le fait qu'on utilise nous-mêmes la solution. Donc, ça fait aussi partie de ça. Ça fait plus de 2 ans que nos équipes aussi en interne, nos commerciaux, notre équipe marketing, notre équipe acquisition, notre équipe de service aussi utilise HubSpot. Donc, Tout à fait. c'est On ça aime aussi le bien. partenariat, Ouais. voilà. On aime bien chez Pilotine être des cordonniers bien chaussés. Donc, du coup, on a nous-mêmes essuyé tous les plâtres avant de pouvoir accompagner nos clients parce qu'on a appris pas mal de choses. Top. Au niveau de nos expertises HubSpot, donc on a la partie en amont, audit, onboarding,
Le re-onboarding aussi, parce que des fois, vous avez des nouveaux collaborateurs qui arrivent, ou on change de stratégie, on fait pas mal de choses. On a la partie aussi implémentation, migration de données, intégration de données. Et enfin, la dernière brique qui est l'accompagnement et la formation. Donc, formation pour former chaque nouveau collaborateur qui rentre dans l'entreprise et accompagnement pour faire évoluer la solution sur le long terme. Et donc, aujourd'hui, dans ce webinaire, nous allons parler de pas mal de sujets. En intro, on va voir qu'est-ce qu'un onboarding HubSpot et pourquoi il est essentiel d'en faire un. Quand et comment déployer sa solution au sein de l'entreprise. On verra des cas d'usage pratiques, comment implémenter, les étapes concrètes. Donc, vous verrez tout. Il y a Sandrine qui a passé pas mal de temps à bien tout mettre en forme et tout vous formaliser pour que vous ayez tout en main. D'ailleurs, pour tous ceux qui participent aujourd'hui à ce webinaire, vous pouvez vous retrouverez à la fin. On vous enverra le lien d'accès à l'ensemble de la présentation. Vous verrez aussi les erreurs courantes à éviter, les pièges dans la mise en place en œuvre de son CRM. Donc, en gros, tous les plats qu'on a essuyés, Sandrine, et du coup, qu'il ne faut surtout pas reproduire. Et on a la méthodologie piloting, cas pratique et retour d'expérience pour que vous puissiez vous-même réussir à fond votre implémentation HubSpot. Et du coup, je te laisse la parole, Sandrine, parce que là, on a hâte de t'écouter et de mettre en place tout ce que tu vas nous dire. C'est parti. Merci Julien. Alors oui, pourquoi est-ce qu'on parle d'onboarding HubSpot? C'est vraiment ce terme-là qui est utilisé par les équipes. Déjà un contexte, vous savez pas ce que c'est qu'HubSpot. Aujourd'hui, on parle d'une solution CRM qui a ses briques, qui s'appellent des hubs comme HubSpot, mais briques pour les commerciaux, donc Sales Hub, on peut dire vente aussi. La brique marketing, la brique service, j'ai parlé du ticketing par exemple tout à l'heure, la relation client, service support. La partie opération qui gère la data. Et puis la partie commerce pur qui va relever de tout ce qui va être catalogue produit, devis, facture. Et la partie site web, vous pouvez créer vos pages de destination, bien évidemment aussi dans HubSpot. Donc, c'est ce CRM avec l'ensemble des hubs qui permet d'adresser l'ensemble de la relation prospect client, votre business, votre marché, et qui va s'intégrer à d'autres applications. C'est des milliers d'applications qui peuvent être intégrées à HubSpot. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est une plateforme connectée. Alors, qu'est-ce que c'est? On va utiliser un mot en français. C'est quoi un onboarding? C'est le mot qui fait référence à l'accompagnement technique et stratégique pour configurer cette suite de logiciels, la suite de logiciels à laquelle vous aurez souscrit. Donc, quand on dit technique, c'est mettre les mains dans le cambouis, littéralement. Et stratégique, déjà parce que l'outil en tant que tel, il a une place stratégique pour vous dans l'entreprise, et parce qu'effectivement, il va avoir des impacts où il va retranscrire toute la dimension, de vos processus et de vos ambitions de performance, que ce soit business, dans la relation client ou en interne. En soi, pour résumer, vous souscrivez à une licence, ou pas d'ailleurs, parce que vous pouvez avoir une licence gratuite, mais on va dire, vous souscrivez à une licence gratuite ou payante, et vous passez de l'état d'avoir une solution qui est déjà certes utilisable, mais par défaut pas encore adaptée à un usage que vous maîtrisez. Vous êtes en autonomie sur les rouages du système. Et la solution, elle est performante vis-à-vis de vous, et vous êtes aussi performant dans son usage pour créer de la performance globale externe et interne. Bien sûr, efficacité des équipes. Juste au niveau de la solution, moi, ce que je retiendrai en tant que dirigeant de piloting sur notre propre utilisation, moi, ce que j'aime bien avec ce genre d'outil, c'est que ça permet vraiment de faire en sorte que les équipes puissent toutes travailler main dans la main. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça crée de la collaboration au sein de l'entreprise. Le marketing travaillera encore mieux avec le commerce, travaillera encore mieux avec le pôle qui s'occupe du service client, et c'est ça qui est vraiment très, très utile. Mais pour ça, il faut que l'onboarding, effectivement, soit bien réussi. Ouais, et c'est exactement ça. C'est un amplificateur de performance, on va dire. Bon, si je peux dire ça. Alors, quand et comment déployer sa solution? Donc, déjà, j'imagine, et pour aujourd'hui, 3 cas de figure. D'ailleurs, vous êtes beaucoup d'inscrits, merci effectivement d'être là. Vous n'avez pas de CRM, ou vous souhaitez changer, ou vous utilisez déjà HubSpot et peut-être que
soulève aussi des questions pour vous, ce que je peux comprendre. Donc déjà, aussi pour adapter, peut-être que c'est l'occasion pour vous de nous dire dans quel cas de figure vous vous situez aujourd'hui. Vous pouvez, Julien peut mettre le petit sondage dans la conversation. Et puis, voilà, ça me permettra aussi peut-être d'adapter un petit peu Ça y est, davantage. c'est fait. Attention, on a des réponses. Alors, majoritairement, c'est je n'ai pas de CRM ou je souhaite l'améliorer. D'accord. Il y en a, et il y en a aussi qui souhaitent en changer. OK. Alors, je vais du coup appréhender ces différentes questions. Les signaux d'alerte pour vous, si vous souhaitez adopter un CRM ou en changer, ou il pourrait y avoir ponctuellement le cas d'en avoir déjà un ou d'avoir même déjà HubSpot et vouloir aller plus loin. Les signaux que vous avez sans doute sont de ce type-là, hein. Il y en a 5-6. Vous avez des données un petit peu partout, données de vos clients, hein, bien sûr. Du coup, ce à quoi Julien faisait référence, le suivi, il paraît pas homogène dans la relation client. Si quelqu'un est actuellement en vacances et que quelqu'un d'autre doit prendre le relais, en ce moment, peut-être que c'est pas facile d'avoir. Il faut faire des exercices de passation plus complexes. Vous avez du mal à lire l'activité commerciale, l'activité marketing. Enfin, voilà, l'ensemble de votre attendu parcours client et la performance sur les différentes étapes d'ailleurs de votre entreprise. Vous avez un panel d'outils que vous avez d'ailleurs identifié ou plus ou moins identifiés, mais peut-être qui ne communiquent pas entre eux. Par exemple, notre Live Store, nous, forcément, il est connecté à HubSpot. Hein. Difficulté d'échanger avec les clients ou personnaliser les échanges. Vos équipes marketing ont besoin de critères de ciblage. Ils ont besoin d'avoir l'information qui est peut-être détenue par les commerciaux ou inversement. Pareil pour des services techniques, support, SAV, où vous avez effectivement peut-être déjà une solution, voire même une solution HubSpot, mais vous vous rendez compte que l'usage par rapport à l'investissement que vous avez fait n'est pas au rendez-vous. Donc, voilà, des différentes cas de figure où vous avez effectivement soit besoin d'un CRM et d'autant plus besoin d'un accompagnement ou d'un onboarding. Il y a des critères, en fait, si on se parle de HubSpot, comment est-ce que vous allez onboarder? Est-ce que vous allez le faire vous-même? Ou est-ce que vous allez être accompagné par HubSpot, puisqu'ils vont vous le proposer? Ou vous faites appel à un partenaire, comme Pilotine. Et comment faire votre choix? Alors, il y a différents niveaux de licence quand vous allez souscrire. J'ai dit, il y a du gratuit. Puis après, c'est le jargon HubSpot, il y a une licence starter, pro, entreprise. Ces niveaux-là vont correspondre, bien sûr, à davantage de fonctionnalités par rapport à vos besoins et à des coûts aussi de licence, bien évidemment, qui sont différents. Alors, si vous avez ou vous allez avoir une licence gratuite, vous pouvez absolument déployer vous-même votre solution. Ou vous pouvez passer par un accompagnement HubSpot, ou bien sûr aux partenaires, hein, qui peut le plus, peut le moins. Mais vous devriez être en capacité déjà de démarrer, c'est une bonne façon de démarrer avec la solution. Si vous adoptez une licence starter parce que ce périmètre de licence correspond à vos besoins, ce que je vais vous recommander, ce que font nos clients historiquement, c'est qu'ils font une formation parce que ça leur permet vraiment de gagner du temps sur comprendre la philosophie de la solution et voilà, et puis éviter effectivement certaines erreurs. Donc là, vous n'avez pas besoin d'un onboarding selon HubSpot, mais au moins une formation, je vous le recommande. À partir du moment où vous allez souscrire à une licence pro ou bien sûr entreprise qui sera beaucoup plus riche en termes de fonctionnalités, à partir de ce moment-là, de toute façon, HubSpot va vous demander de prévoir un onboarding, soit par eux, soit par exemple une agence partenaire. Et pourquoi ils font ça? C'est parce que ils sont convaincus que pour que vous puissiez bien utiliser la solution, il faudra passer par un accompagnement. Et leur objectif, c'est que la solution soit bien utilisée. Ce n'est pas la peine
de souscrire une licence pro ou entreprise, on est sur des niveaux d'investissement qui commencent à être conséquents si l'outil, au final, ne sera pas adapté à vos besoins et que l'usage par vos collaborateurs ne se fera pas. Donc, pour éviter ça, de toute façon, HubSpot vous recommandera, vous imposera, j'ai envie de dire, un onboarding, soit par eux, soit par un partenaire. Et donc là, effectivement, vous allez vous poser la question, si l'éditeur HubSpot propose un onboarding, autant que je passe par l'éditeur. C'est la question qui se pose sur n'importe quel outil que vous voudriez déployer. Mais l'accompagnement n'est pas le même. Donc, pour essayer de vous clarifier les choses par rapport à ça, vous avez donc ces deux options. Soit, et vous voyez que sur les pages HubSpot, vous pouvez directement souscrire au service d'onboarding ou passer par un partenaire. Les deux sont possibles. Les deux vont vous accompagner techniquement, voire même stratégique, mais j'ai envie de dire, HubSpot va vous, c'est pas que j'ai envie de dire, c'est que je le dis, HubSpot va vous accompagner, c'est vraiment le mot, et vous conseiller d'un point de vue de la solution, alors que le partenaire, lui, va aller plus loin et il va vous accompagner du point de vue de vous, vos besoins, vos processus pour adapter la solution. Donc là, c'est pour schématiser, mais c'est un petit peu la différence entre les deux approches qui fait que bien souvent, HubSpot va vous recommander de passer par un partenaire. Alors, comment choisir? Petit comparo. Juste avant, petit point sur pourquoi il y a, enfin, l'intérêt de cet onboarding. Pour être honnête avec vous, moi, au tout début de Pilotine, j'avais pas vu l'intérêt vraiment d'avoir un onboarding. Et au final, c'est vraiment pour moi la clé de réussite d'une intégration d'un outil de CRM comme HubSpot. Et d'ailleurs, c'est pour ça que HubSpot fonctionne bien mieux, il y a une meilleure prise en main de l'outil par les équipes et un vrai succès sur le long terme par rapport à des outils comme ActiveCampaign ou Brevo où en gros les gens sont un peu laissés libres à eux, enfin voilà, ils sont livrés à eux-mêmes. Et c'est ce qui fait qu'un outil est aussi bien utilisé après dans les entreprises. Le fait d'avoir imposé cet onboarding, c'est pour moi un peu la clé de succès et le fait que l'outil sera vraiment adopté dans l'entreprise et ça fonctionne sur le long terme. Donc, au début, moi, je me sentais un petit peu forcé avec ce truc-là, mais en fait, j'ai vraiment vu l'intérêt quand après, finalement, l'outil, on le rentabilise parce que ça représente quand même un gros investissement, mais il est vraiment extrêmement bien rentabilisé parce qu'il est très bien utilisé, quoi. Oui, et puis la différence des solutions que tu as citées, on est sur tu l'as dit en introduction, on est quand même sur le haut du marché. Ça veut dire que la profondeur des fonctionnalités, la richesse et les investissements de R&D de HubSpot sont relativement élevés, font que il y a beaucoup plus de capacités. Qui dit beaucoup plus de capacités, c'est la compétence pour les appréhender et les mettre en place. Carrément. Donc, le petit comparatif sur des critères simples, comment ça va se passer, combien ça coûte, combien de temps ça dure, etc. J'ai essayé de résumer. Si vous faites l'onboarding par HubSpot, vous avez accès à un conseiller en fait, qui va vous suivre dans le temps pour répondre à vos questions et qui va s'assurer d'une checklist de sujets, de points qu'il va aborder, qu'il ou elle va aborder avec vous. Là où dès lors que vous passez par un partenaire HubSpot, comme je disais, le partenaire, lui, dès le départ, j'y reviendrai après, il va partir de vos besoins et c'est à partir de vos besoins qu'il va faire avec vous. Il va bien sûr reconstruire, il va bien sûr vous conseiller, mais il va aussi faire pour vous. Donc, la grosse différence pour moi, c'est cette notion de ressources et de posture. L'implémentation, si vous êtes conseillé par HubSpot, ils ne vont pas la faire pour vous. C'est quand même bien vous qui la faites à 100%. Avec un partenaire HubSpot, vous pouvez la faire, mais le partenaire pourra vous allouer la ressource et du temps pour faire aussi pour vous. La partie migration, où vous avez de la donnée probablement à importer. HubSpot vous conseillera, dans le cadre d'un onboarding, si vous passez par un partenaire, le partenaire se chargera d'intégrer vos données. Puis la formation, si vous passez par l'onboarding HubSpot, vous allez avoir un expert qui va assurer la montée en compétence, bien sûr, de son interlocuteur. Dès lors que vous passez par un partenaire,
probablement, dans vos discussions préalables, vous allez envisager une formation qui sera sur l'outil, mais qui sera aussi sur les processus que vous avez réfléchi, vous avez eu l'occasion de réfléchir à nouveau dans le cadre de ce projet, d'assurer la montée en compétence des interlocuteurs projet, mais aussi des équipes utilisateurs. Et ça peut être parfois des équipes terrain qui sont assez conséquentes, c'est des dizaines de personnes qui vont être formées. Le coût, là, la structure va être différente puisque HubSpot va vous proposer des tarifs fixes selon le niveau de licence. Il y a 4 tarifs différents pour l'onboarding HubSpot, mais qui est fixe. Alors que le partenaire, lui, il va vous deviser en fait une proposition par rapport à vos besoins et votre périmètre. La durée, HubSpot, c'est 120 jours, plus sur des niveaux de licence complexes. Et le partenaire, lui, va travailler à votre rythme. C'est rarement moins de 120 jours déjà, mais de toute façon, il s'adaptera au suivi, à vos besoins, à votre agenda. Et modalité, c'est en distanciel. Les partenaires travaillent aussi en distanciel, mais selon la géographie, ça peut aussi donner lieu, bien sûr, à des rendez-vous, des ateliers. Nous, par exemple, on fait des ateliers à l'agence aussi ou chez le client. Est-ce que c'est assez clair ou est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Très clair. Il y a une question de Laurent. Alors, paf. Quand on est solo entrepreneur, est-ce pertinent? Peur de temps que cela prend aussi. Il a peur du temps que tout ça va prendre quand on est solo. Avec quel niveau de licence? Ah bah solo entrepreneur, je sais pas, mais est-ce que pour une personne seule, HubSpot est bien adapté ou c'est un petit peu too much? Ah ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il démarre avec une solution gratuite, il peut absolument travailler. Il aura quand même déjà affaire à une interface d'une solution CRM qui Effectivement, est plus l'entreprise est top du petite, marché. ouais, Voilà. plus l'entreprise est Mais petite, plus on est vers la gauche, quoi. ouais, voilà. Mais il peut là, tout de suite, après le webinar, prendre la solution gratuite. De toute façon, ça ne l'engage à rien et il verra que très rapidement et quand même avec une interface hyper intuitive, il va pouvoir l'utiliser. Trop bien. Parfait. Merci J'ai Sandrine. répondu à la question? Non, Yep. ouais. Donc, bah, justement, pour résumer, il est recommandé de faire appel à un partenaire solution. Alors, je dis certifié parce qu'on voilà, on a expliqué le fait que de toute façon, à partir du moment où vous avez une licence, par contre, de type pro, vous ne pourrez solliciter qu'un partenaire certifié pour bah, vous aider et voir faire pour vous l'implémentation. Et si vous aviez des doutes, d'ailleurs, ici, si tu peux partager peut-être le lien, Julien, je vous ai mis un petit test Ouais. rapide sur 6 questions qui reprend les questions que je viens de partager avec vous. Vous pouvez scanner le QR code et puis bah, comme ça vous permet, si vous avez des doutes, de savoir ce qu'il est recommandé dans votre cas particulier. Parfait. C'est partagé. Merci. Donc, j'avance. Alors, comment implémenter les étapes de toute façon à suivre? Il y a forcément sur un onboarding, on va dire, il faut que vous comptiez 5 étapes. Je vais y revenir à plusieurs reprises. De base, vous avez de la data et vous avez des processus. C'est pas possible d'implanter sans démarrer à partir de là. Potentiellement, vous allez rajouter de la donnée. Les questions qu'il faut vous poser, c'est quel historique de données je vais rajouter, quel périmètre de données je vais rajouter. Est-ce que j'ai déjà la possibilité avec les champs qui sont disponibles dans HubSpot d'ajouter ma donnée ou est-ce que je vais devoir commencer à créer de la personnalisation justement. Et alors là, je parle sur des plus grosses licences ou plus grosses structures. Vous allez commencer à avoir besoin d'impliquer rapidement quelqu'un un peu IT parce que il va y avoir aussi peut-être de l'export d'un ERP et puis vous allez aussi, on verra, connecter votre site web. Enfin voilà, ayez un ami technique dès ce stade, en tout cas du déploiement. C'est vrai que pour moi, les trucs un peu stratégiques, c'est
bien connaître le projet afin de savoir s'il est réalisable sur un outil du marché, comme par exemple HubSpot. Une fois qu'on est sûr que c'est réalisable, le truc qui peut être complexe, effectivement, c'est la migration de données. Nous, on a eu des galères sans nom sur la donnée. Sandrine s'en souvient encore. Je pense qu'elle a des fois passé la majorité de son temps dédié au projet sur de la migration de données avec des données pas qualitatives. Donc, d'où l'intérêt de bien structurer ces données. Ça va être important. Oui. Bon, là, tu parles de volume de données qui se comptent en dizaines de milliers. Bah C'est ouais, mais bon, il y a quelques jours. pour des grosses entreprises, des fois, ça va être des centaines de milliers aussi. Hein. Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. Donc là, vous avez déjà une solution en soi qui est viable, hein, puisque dès que vous souscrivez, de toute façon, elle est déjà accessible. Mais si vous avez déjà mis en place la data, les formats de données et vos processus, vous avez déjà un usage qui est possible. Vous allez assurer la prise en main parce que vous, déjà, vous êtes à ce stade considérablement monté en compétences. J'y reviendrai. Je vous invite à vous appuyer sur ce qu'on va appeler des champions, des key users, qui sont les utilisateurs finaux aussi, pour que eux, ils puissent valider ce que vous faites très tôt dans le processus. Et puis, vous allez pouvoir commencer à former les utilisateurs. Ensuite, vous finalisez la migration parce que si, par exemple, vous aviez un ERP, il y a une notion de cut-off date où vous allez devoir basculer. Donc, vous pourrez faire une mise à jour sur la migration initiale que vous aviez faite. Vous allez intégrer l'ensemble de votre écosystème et ça permet de continuer à faire monter l'adoption de vos usagers. Et ensuite, vous allez passer en amélioration continue. L'idée là, c'est de se dire, on n'est pas sur des projets de déploiement type ERP où il y a beaucoup de prod et ensuite un go live et rarement ou peu de modifications ou alors ça va avoir des gros enjeux. À partir du moment où vous avez déjà une solution utilisable, personnalisée avec vos contenus, vous allez pouvoir continuer à la faire évoluer. Elle va évoluer avec vous, vos contenus et vos processus. La solution continue d'évoluer tout le temps. Ça va jusque-là. Top, Oui. très clair. Alors, pour faire tout ça, juste avoir à l'esprit que forcément, vous avez une équipe de direction type CODIR qui est capable de trancher. Ça, c'est que vous puissiez avancer rapidement, trancher sur des décisions aussi simples que est-ce que le numéro de SIRET, il est obligatoire. Vous voyez, il y a des entreprises pour qui c'est une décision qui peut prendre du temps. Donc, il faut qu'il y ait des interlocuteurs qui vont rapidement trancher pour vous. Forcément, vous avez un interlocuteur projet. Ensuite, vous avez des interlocuteurs métiers. Ça peut être un responsable commercial, un responsable marketing, etc. Quelqu'un, comme je l'ai dit, qui est un petit peu plus tech. C'est peut-être vous, mais peut-être que c'est quelqu'un d'autre dans l'entreprise. Vous avez besoin de pouvoir compter sur lui. Et puis, opération, dans la mise en œuvre, vous pouvez avoir affaire, par exemple, à des assistants aussi, des gens qui vont, ça peut être parfois des responsables ADV ou assistants ADV qui vont intervenir aussi dans le projet, qui vont pouvoir être aidants. Et après, vous avez tous vos utilisateurs finaux. Donc, alors après, selon la taille de l'entreprise, vous avez parfois, c'est un interlocuteur qui finalement va avoir, vous savez, ces multicasquettes de responsable de projet, mais il va aussi être le responsable commercial ou le responsable marketing. Enfin, voilà, il faut au moins qu'il y ait une personne qui puisse couvrir la gestion de projet, la partie métier, tech et jusqu'à l'opérationnel du projet. Ça va jusque-là ou s'il y a des questions? Non, c'est très bien, très clair. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à utiliser Oui. le chat ou si vous le regardez en replay, à mettre les questions directement dans la section questions. Ok, alors donc par exemple pour Laurent ou d'autres, les erreurs, je vais mettre les grands axes pour aborder son déploiement. La première chose, c'est ne pas avoir de cahier des charges. Alors, c'est-à-dire on lance ce qui est presque possible finalement sur une solution gratuite. Hein. Vous pouvez être un peu, comme ce que je disais tout à l'heure, en mode agile, mais pas sur les licences, par contre, pro et entreprise, ça n'est pas du tout envisageable. Mais comme pour n'importe quel projet, voilà, on s'attend à ce que vous ayez défini votre périmètre. On a besoin de savoir justement qui va utiliser. On a besoin d'avoir mis à plat l'ensemble des outils que vous utilisez actuellement.
où est la data. C'est déjà arrivé, j'ai eu le cas d'un périmètre où on avait évalué un volume de données, enfin le client avait évalué un volume de données, et puis après, pendant l'onboarding, ça peut arriver, on dit, ah, mais on avait oublié, on avait aussi de la data à cet endroit. Donc, le cahier des charges, c'est quand même un moment pour s'assurer avec toutes les parties prenantes qu'on a la vision la plus complète possible de ce qui est à prévoir, pour pas avoir de surprise après. Et je vous donnerai un modèle d'ailleurs, on peut partager notre modèle de cahier des charges, j'y reviendrai plus tard. Utiliser les réglages par défaut, forcément, dès que vous souscrivez, la solution, comme je disais, elle est déjà utilisable. Donc, il y a déjà des réglages par défaut. Mais ce qui risque de se passer, c'est que vos équipes ne vont pas se retrouver dans le setup de base, puisque c'est un setup générique. Donc, on va réfléchir plutôt au vocabulaire, aux informations dont vos équipes ont besoin. Et c'est ça qui va permettre aussi l'usage derrière, parce que c'est encore une fois ça qui est clé, c'est l'adoption par les utilisateurs. Il faut qu'ils puissent absolument se retrouver dès qu'ils rentrent dans la solution, sur leur univers métier. Et puis aussi parce que les réglages par défaut pourraient venir aussi en contradiction avec vous, votre vision peut-être Avec de les la donnée, process. de vos propres process. Donc, je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, ils sont même plutôt bons, mais il faut juste les vérifier, les valider, les utiliser s'ils sont pertinents pour vous et les prendre en compte. Donc, on est toujours après sur de la notion de données. Alors là, je pense que j'enfonce des portes ouvertes. Ne pas organiser la donnée, effectivement, c'est risquer beaucoup de souffrance parce que c'est des doublons, parce que c'est des informations, vous le savez, qui sont au même endroit ou qui ne sont pas utilisées correctement. Vous perdez en confiance par rapport à votre propre solution au global, finalement. Donc là, juste des petits tips principaux pour les gens qui seraient amenés à commencer par eux-mêmes ou qui auraient des questions. Il faut que vous pensiez clé unique. Clé unique, c'est ce qui permet d'identifier, par exemple, Julien de Remaux, son adresse email, julien@pilotine.com. C'est une clé unique, c'est son identifiant. Et je ne vais pas recréer un deuxième Julien de Remaux. Ça sera pareil pour les Ce serait entreprises. dommage. Hein. Soyons nous-mêmes. Tous les autres sont déjà pris, donc soyons nous-mêmes. C'était l'idée. Alors, en général, sur les contacts, d'ailleurs, il n'y a pas trop de soucis, puisque justement, en particulier en B2B, l'adresse email est évidente. Mais quand on se parle des entreprises, là, ça peut être un peu plus compliqué. un sujet, exactement. Donc, pensez clé unique, absolument. Pensez périmètre d'objet, c'est la portée. Qu'est-ce qui relève d'un contact? Qu'est-ce qui relève d'une entreprise? Qu'est-ce qui relève d'une transaction? Ça paraît absolument évident quand on le dit, mais dans les faits, non, il faut bien attribuer la donnée au bon endroit. Donc, c'est des choses qu'on va, dans le cadre d'un accompagnement, qu'on va challenger parfois. Attention au format des champs, parce que ceux-là, ils risquent de rester avec vous longtemps. Par exemple, j'avais un client où c'était les différents aéroports de France, destination aéroport. Le client voulait que ce soit un champ texte. OK, donc on peut mettre aéroport Lyon-Saint-Exupéry, Syntex, etc. Il y aura autant d'aéroports Lyon que de personnes qui l'auront écrit différemment. Il faut vraiment challenger. Est-ce que ça ne doit pas être, je sais pas, un bouton, un radio, un menu déroulant? Enfin, il faut vraiment challenger le format parce que ça aura des répercussions ensuite sur votre segmentation, sur vos rapports, etc. Oui, éviter les trucs où chacun marque un peu ce qu'il veut. Vaut mieux Oui, avoir des solutions au prêtes à maximum. l'emploi, sinon c'est compliqué après. Exactement, au maximum. Après, si vous voulez vraiment un champ texte, C'est possible. Mais oui, à partir du moment où on sait ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait et qu'on l'a réfléchi, il n'y a pas de souci. Et puis, les regex, pensez aux regex, un numéro de TVA, il a un format, un numéro de SIRET, il a un format, un numéro de sirène, il a un format. Ça vous permettra aussi d'éviter, parce que l'erreur est humaine, on fait une erreur de saisie, etc. On a oublié un chiffre à la fin. Ça vous permet de garantir qu'au moins ces informations-là, qui sont quand même souvent essentielles dans l'entreprise, soient correctement complétées. Alors, Sandrine, juste pour préciser, un regex, c'est quoi? C'est par exemple dire là, il y a forcément 16 chiffres, là, il y a forcément 4 caractères, c'est ça? C'est ça, c'est une expression Codifié. codifiée. Très bien. C'est une règle d'expression. Très bien. D'ailleurs, dans HubSpot, vous avez maintenant l'IA vous propose
le regex quand vous ne les connaissez pas, plutôt qu'aller chercher quel est le regex de la TVA, c'est pas en Italie. L'IA dans HubSpot, quand vous créez une propriété, peut générer le regex pour vous. Trop bien, parce que l'IA est dans énormément d'endroits sur HubSpot et va Oui, oui, bien sûr. continuer à s'y mettre. Ils sont très, très en avance. Ouais, ouais, bien sûr. D'ailleurs, Alors, Sandrine n'est pas Sandrine, là, c'est qui vous présente, c'est Junior. un jour, peut-être. Donc, ne pas avoir d'équipe projet, en tout cas, pas des IA à votre place. Donc, un interlocuteur qui a cette vision d'ensemble, il est capable d'aligner les différents métiers. Ça évite aussi que les choses, j'ai déjà évoqué, je crois, tout à l'heure, puissent venir en contradiction les unes des autres. Les commerciaux ont demandé un setup, le marketing a besoin d'autre chose, mais on n'a pas aligné, du coup, ça ne va pas fonctionner parce que la data ne sera pas répercutée de la même façon. Et puis, voilà, pouvoir avancer rapidement aussi, ne pas perdre de temps et s'assurer que les personnes qui vont être utiles au projet aient été impliquées au bon moment, que ça ne crée pas de surprise, ou alors que vous allez être soumis à leur propre agenda aussi. Donc, moi, ma recommandation, c'est de penser utilisateur champion ou key user, comme vous voulez. Ayez votre propre Sandrine en interne. Oui, mais même des utilisateurs, par exemple, pour les commerciaux, ça va être des utilisateurs terrain. Avant de déployer auprès de toute l'équipe, vous allez définir certains volontaires pour qu'ils soient déjà les premiers, les early adopters, les premiers utilisateurs. L'autre chose, c'est, alors c'est pas forcément lié à HubSpot, mais c'est globalement, parce que je le vois encore, les documents, les informations ne sont pas forcément partagées. Il y a encore parfois des informations qui sont je sais pas, un responsable commercial, il va avoir des fichiers qui sont dans son email, etc. Et ça, c'est un peu dommage parce que les informations, finalement, elles changent vite. Effectivement, le but de l'exercice, c'est quand même de centraliser la data. Donc, s'il y a des documents en interne, s'assurer que ces documents sont partagés et qui sont mis à jour. Par exemple, ça peut être même RH, la liste des personnes en interne avec une adresse email à jour. Voilà, c'est quelque chose qui ne doit pas être sauvegardé en offline. Vraiment, documents partagés avec les utilisateurs pour que tout le monde ait la même information. Et c'est celle-là qui sera retranscrite dans l'outil. Et puis, bien sûr, partage des avancements. Auprès de nos clients, le suivi des avancements, il est hebdomadaire. Enfin, ce n'est pas possible autrement avec un repartage en interne. Top. Vous me dites, Julien, si je vais trop vite, j'avance parce très que bien, je vois que le temps passe. Bah, ne pas documenter l'implantation, pourquoi ? Parce que j'ai eu le cas d'un client qui est venu nous voir parce qu'il ne comprenait plus, les équipes ont changé, etc. Et il ne comprenait Ils avaient fait 150 workflows et ils disaient qu'est-ce qui se passe dans mon HubSpot, je ne comprends plus rien, je ne maîtrise plus la bête. Je ne sais pas, je ne comprends pas mon propre outil, vous voyez. Enfin, ce n'était pas l'outil qu'il ne comprenait pas, c'était la façon dont il était paramétré. Donc, pour gagner du temps, parce que effectivement, la mémoire, notre mémoire ne nous suffit pas. Peut nous faire défaut. Nous ne sommes pas des machines. Exactement. Donc, pour ne pas avoir à recréer ou faire des actions qui seraient contradictoires, du coup, perdre du temps, documenter votre implémentation. Donc, nous, on a des supports collaboratifs qui sont très, très étendus puisqu'il peut y avoir des périmètres de déploiement assez riches. Mais là, je vous ai mis un modèle simplifié, en plus qui vous permet d'avoir une vision déjà à plat de la majorité des champs qui sont déjà disponibles. Vous évite de les recréer aussi et d'en faire une lecture avec la description de à quoi ils servent ou qu'est-ce qu'ils sont. Qu'est-ce qu'elle est sympa cette Sandrine, elle est en train de vous donner un peu le cœur de son réacteur là. Donc vous pouvez, Oui, quand vous aurez le document à la fin du webinaire, vous pourrez cliquer dessus et retrouver ce template mis à disposition gratuitement que vous pouvez après mettre à votre main. Oui, ça permet de gagner un petit peu de temps, puis vous pourrez aussi après le personnaliser, bien sûr. Ne pas former les équipes, je pense que ça c'est évident. Former, ajuster. Lorsque vous formez les équipes, il y a aussi des retours qui vont être faits à ce moment-là. Et puis après, il faut continuer de les accompagner. Les conseils que je peux donner, c'est penser aussi usage en mobilité. On forme souvent sur la version ordinateur.
Mais il faut penser à former sur la version application, bien sûr. Parce que l'application est super enrichie. Enfin, il y a des trucs en moins, mais il y a aussi pas mal de trucs en plus qui sont très, très intéressants. Bah oui, vous pouvez, comme sur le terrain, ils vont pas avoir besoin de la même chose. Ils peuvent scanner carte de visite, ils peuvent prendre des photos qu'ils vont intégrer sur leur fiche client, etc. Mais voilà, donc du coup, il y a aussi la formation à cet outil-là, cette version-là de l'outil, pardon, et à l'usage qui est un petit peu différent. Et aussi prévoir des sessions one-one parce que quand vous formez plusieurs collaborateurs, Pilotine est organisme de formation, comme disait Julien, vous avez toujours le risque qu'il y a une personne qui ne va pas oser poser les questions et puis voilà, qui va repartir. Vous pensez que voilà, vous avez fait Elle le veut job. pas paraître bête devant les copains. Ouais. Et voilà, ces personnes-là, ne faut surtout pas laisser tout seul et toujours proposer des sessions après one-one, c'est pas grave, on reprend, on va passer 30 minutes, 45 minutes, mais à ce moment-là, on veut absolument que tout le monde soit à l'aise dans son usage. Et ça peut continuer dans le temps parce qu'après, il y a des questions qui peuvent émaner, bien sûr. Et dernier point, c'est ne pas avoir de processus parce que l'outil ne va pas créer vos processus. Le but, ça va être, au contraire, de retranscrire vos processus dans l'outil. Donc, je vais vous donner un exemple de processus dans le Trop sympa. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, donc, je vous montre méthodologie. Notre méthodo. Et puis là, justement, comme ça, vous verrez des exemples complémentaires de documents aussi qui peuvent vous être utiles. La méthode globale de l'agence, c'est on cadre, on construit ensemble, on crée ou on implémente, on forme et on révise, on accompagne. Ça, je crois que c'était assez clair. Quand vous mettez en place un projet CRM type HubSpot, vous avez forcément un processus en 5 étapes qui sont repris là. Il y a une prise de brief, il y a un cadrage, il y a une implémentation, de la formation et du suivi d'implémentation. Donc, dans ces différentes étapes, bien évidemment, il y a des sous-étapes, mais je vais y revenir un petit peu plus en détail parce que les titres ne sont pas forcément utile pour vous. Là, je vous mets un exemple de timeline pour que vous ayez une idée. Je vous disais tout à l'heure 120 jours. C'est normalement un minima ce que vous devez compter, sauf là, je parle des solutions d'onboarding CRM plutôt type licence pro. D'ailleurs, là, ce que Sandrine montre, c'est un Gantt project réalisé avec ClickUp. C'est l'outil qu'on utilise en interne pour notre gestion de projet. Donc, si jamais vous avez des questions sur ClickUp ou que c'est un outil qui vous intéresse et que vous avez besoin de retour d'expérience, avec grand plaisir, n'hésitez pas à contacter Sandrine sur LinkedIn ou moi-même. D'ailleurs, pour tous ceux qui le souhaitent, vous pouvez ajouter Sandrine sur LinkedIn. Je vais vous donner accès à son compte LinkedIn. Merci. Donc, moi, ce que je vais vous montrer en particulier, c'est ce qui concerne l'implémentation, puisque c'est la partie la plus technique. Donc, c'est les étapes du cahier des charges jusqu'aux différentes configurations. Donc, le cahier des charges, forcément, il va inclure votre contexte, vos objectifs, votre écosystème, le périmètre utilisateur, base de données, vos besoins fonctionnels, est-ce que vous avez besoin de faire les devis ou pas, oui, non, les intégrations, votre planning. Donc, Julien, n'hésite pas à partager le cahier des charges. Vous pouvez nous demander, pour ceux qui sont directement… Ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à le dire et je vous enverrai le lien. Voilà. Donc, de base, le paramètre du compte, c'est ce qui va concerner votre entreprise, bien sûr, votre adresse, etc., votre branding, parce qu'on le retrouvera ensuite dans vos communications ou même sur vos rapports, et tout ce qui va concerner votre intégration avec votre site web et communication, le traitement des formulaires externes, le tracking, bien sûr, des visiteurs sur votre site web, inscription DNS, etc. Et là, on va travailler avec vous spécifiquement dans un atelier workflow pour définir les processus. Et ça, c'est important parce que c'est là qu'on va aligner processus et fonctionnalités, contenu et surtout automatisation, puisque c'est ça qui permet quand même beaucoup d'optimisation dans votre relation client. Et aussi mettre en parallèle cette notion importante du cycle de vie client dans HubSpot. Donc là, je vous montre un exemple de ce à quoi ça peut ressembler, ce dont je vous parle. C'est établir avec vous comment arrivent vos leads, vos prospects, comment ils rentrent dans votre CRM, ou comment vous envisagez qu'ils rentrent dans votre CRM, comment vous allez interagir avec eux pour les préqualifier, et qui s'en occupe, avec quels moyens, comment vraiment techniquement la personne le fait.
Quelles sont ensuite les étapes de gestion des opportunités? C'est les étapes de processus de négociation de vos commerciaux. Et ensuite, tout le suivi justement de la relation. Et éventuellement, vous le voyez, l'intégration avec des systèmes tiers à certaines étapes. Donc, je passe vite, mais c'est pareil. N'hésitez pas à demander à Julien si ça vous aide ou si vous voulez avoir aussi ce modèle-là. Une fois que ça s'est fait, que le processus il est établi, on va tout reprendre, mais de façon verticale. Ça va permettre de recroiser et de vérifier ensuite par configuration la mise en place des éléments. Donc, pour chaque configuration, en transverse, on va faire une session de travail de 1 heure à 2 heures et on va l'implémenter pour vous. Donc là, si je prends l'exemple du CRM vente, on va configurer le CRM vente, on va configurer les utilisateurs, la data et données, contenu et les rapports, bien sûr. Et tout ça, à chaque fois, est supporté par des automatisations natives ou qu'on va mettre en place pour fluidifier justement toute la performance interne et externe. Quand on est sur le hub vente, qu'est-ce que vous devez configurer? La gestion des prospects, les étapes du pipeline et les estimations de transformation par étape. Vous allez automatiser ces étapes aussi. Qu'est-ce qui se passe quand on passe d'une étape à l'autre? Vous allez automatiser le statut du lead, savoir où en sont vos prospects et automatiser le cycle de vie. Voilà, quel client est un lead, enfin quel contact est un lead, quel contact a une opportunité, quel contact est un client, etc. Ensuite, les utilisateurs, forcément, vous allez définir vos équipes, régler qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, les autorisations aussi, à quelle licence ils ont accès, et aussi automatiser les notifications, comment est-ce qu'on va peut-être leur attribuer des contacts, des transactions, des entreprises. La data qui va être la partie effectivement la plus importante, quelles sont les propriétés dont vous avez besoin, comment elles se comportent, celles qui sont obligatoires, celles qui ne le sont pas, ce que vous devez créer, celles qui peuvent répondre à des logiques conditionnelles, celles qui doivent être affichées et pour qui, celles qui sont associables ou associées entre elles et quelle est la relation qui les anime, et aussi bien sûr les formulaires de création de vos différents objets. Objets, c'est contact, entreprise, transaction. Et donc, vous allez automatiser la corrélation entre ces données selon là où elles se situent ou la façon dont elles sont associées. Bien sûr, la notion de RGPD va intervenir où automatiquement, vous devrez ou pas définir ce qui vous autorise à échanger avec ces contacts. Si on parle de la donnée, c'est le moment, si vous avez une migration à faire, c'est à ce moment-là qu'elle va avoir lieu. Donc, c'est tellement la partie la plus complexe que j'ai essayé de la rendre la plus simple possible. Vous devez bien sûr préparer vos fichiers, vous assurer que la correspondance des champs et itérer. Vous allez d'abord faire des tests. Et une fois que vous avez le bon format d'intégration, à ce moment-là, vous faites vos imports finaux. Préparer les fichiers, c'est-à-dire vous devez choisir qu'est-ce que vous, bien sûr, vous importez ou pas. Vous vérifiez les formats attendus, c'est le aéroport Lyon-Saint-Texte dont je vous parlais tout à l'heure. Après, quand vous allez matcher les champs, vérifier la portée que j'ai déjà évoquée, établir les associations. Qu'est-ce qui lie les différents objets? Par exemple, ça peut être ce comptable, quel est son rôle vis-à-vis de l'entreprise? Voilà, il est comptable, c'est son poste, mais c'est aussi sa relation par rapport à cette entreprise. Et itérer selon la taille de votre base de données. Vous allez faire un pourcentage en extrait. Donc, ça, je dis 10 à 50 lignes, parce que forcément, si votre base de données, c'est 100 contacts, vous n'avez pas besoin de faire un extrait à 50. Mais voilà, toujours avoir une proportion pour d'abord faire du test. Nous, on fait toujours 2 tests minimum. Et ensuite, vous faites vos imports finaux. Je vous ai mis un petit template simple sur voilà, une matrice pour préparer un fichier type contact, par exemple. Trop sympa. Et puis après, vous reprenez sur l'intégration des contenus, donc pour aider, par exemple, les interlocuteurs de vos clients, les modèles Gmail, les blocs de texte aussi, les documents commerciaux, PDF dont ils ont besoin. HubSpot a cette particularité, c'est un des rares à avoir une mémoire où vous pouvez charger au même endroit les documents que les commerciaux vont utiliser. Des guides aussi qui peuvent aider, par exemple, à la qualification du besoin. Et puis, les agents IA, parce qu'effectivement, les agents IA sont aussi disponibles à partir de
de ces licences-là. Donc, ils peuvent être paramétrés et la partie automatisation des contenus va concerner la mise en place de séquences automatiques, de relance, de suivi de tâches, etc. Tout ce qui va concerner la relation prospect-client. Et dernière étape, bien sûr, le reporting. Vous allez mettre en place des rapports de type analytics ou créer vos propres rapports et les synthétiser dans des tableaux de bord thématiques qui peuvent être automatisés en termes d'envoi. Les commerciaux, par exemple, vont suivre leurs données une fois par mois de performance. Vous prévoyez l'envoi une fois par mois des données de performance commerciale. Donc là, on a à peu près fait toute la configuration CRM vente. Effectivement, une fois que le projet est fini, nous, dans le déploiement, l'onboarding, on va s'assurer de la formation prise en main, faire une réunion de fin de projet. Et ensuite, c'est là que va se mettre en place le suivi où on va continuer à accompagner, répondre aux questions, améliorer, etc. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Je ne sais pas s'il y a des questions. Trop bien. Ouais, il y en a une super question de Nadège. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux montrer, parce que je pense qu'on va passer un peu de temps après sur toutes les questions et les petites démos. Juste après, donc, quand vous retrouverez la présentation, vous avez mis plein de liens complémentaires. Je ne sais pas si tu peux passer les slides rapidement. On va vous mettre des liens vers d'autres contenus qu'on a. C'est celles qui sont après. D'abord, il y avait le cahier des charges. Ouais. Donc, il y avait pas mal de liens, mais surtout, je parlais des slides d'après encore, après questions-réponses. Mais on va vous partager, pas de souci, t'inquiète, d'autres ressources, nos ressources gratuites. On a des guides, on a des templates, on a pas mal de vidéos sur notre chaîne YouTube aussi. Vous pouvez retrouver beaucoup d'éléments sur la slide d'après, là, sur notre chaîne YouTube. On a aussi des outils magiques. Donc, SEMrush, HubSpot, Walaxy, Tot, il en existe plein, où à chaque fois, donc ça c'est sur notre site, vous allez dans ressources, ça s'appelle outils magiques, et à chaque fois on vous a fait une démo de à quoi ressemble l'outil, comment l'utiliser, on vous a mis pas mal d'exemples, on vous met des ressources complémentaires, donc il y a vraiment beaucoup de choses, et notamment on a aussi tous les outils partenaires en lien avec HubSpot que vous pourrez retrouver dans les outils magiques comme InCycle, Aircall, Qualify, Quoti, et avec pareil des démos, des vidéos explicatives et pas mal de choses. Mais on va repasser maintenant aux questions. Donc n'hésitez pas à mettre des questions dans la partie questions et on va commencer avec la question de Nadège qui peut prendre un petit peu de temps, mais la question de Nadège, c'est: peut-on avoir, Sandrine, s'il te plaît, un aperçu rapide de comment créer un CRM sur ce logiciel, mais surtout à quoi il ressemble ce CRM? Est-ce que tu as un petit compte de démo que tu pourrais nous montrer pour voir à quoi ça ressemble HubSpot? Ça a l'air d'avoir intrigué un petit peu de monde. Et pour tous ceux qui vont nous laisser, n'hésitez pas à faire un petit coucou avant de partir et nous dire ce que vous avez pensé du contenu. Et peut-être juste, tu avais un petit élément dans le sondage, donc on va le mettre. Donc au niveau du sondage, c'est: est-ce que vous souhaiteriez un rendez-vous conseil avec Sandrine pour répondre plus précisément à vos questions? Si vous avez des questions très personnelles, très concrètes en lien avec un outil de CRM et de marketing automation et pourquoi pas de HubSpot. Donc vous avez soit oui, proposez-moi un rendez-vous, ou non, ce n'est pas nécessaire. Mais voilà, Sandrine se fera un plaisir de vous filer un coup de main si vous avez un besoin. Ok, allez, vas-y. Je vous montre, c'est un compte de démo. De démo, en fait. Oui. On ne va pas montrer les informations personnelles. RGPD oblige. Donc, ça ressemble à ça. En fait, vous avez cette organisation ici dans la colonne de gauche. Vous allez avoir ce qui va concerner, pour le CRM en particulier, les données, contact, entreprise, transaction. Après, je vous ai parlé des différents hubs en introduction, marketing, contenu, vente, commerce, service, ça, c'est ce que je vous ai dit. Et donc, ce à quoi ressemble une base, par exemple, contact, c'est de ce type-là, sachant que toutes ces informations-là, bien sûr, vous modifiez les colonnes et vous faites figurer les informations dont vous avez besoin, et vous allez retrouver aussi ce format-là sur votre base de données entreprise. Ce sont des données de type test. Ces sociétés, ces gens n'existent pas. Et quand vous rentrez sur une fiche, vous avez cette notion toujours de à gauche, avoir les informations qui concernent l'entreprise ou le contact, etc.
À droite, ce à quoi ils sont associés. J'avais fait référence aux associations, par exemple, quels sont les contacts qui travaillent pour cette entreprise, est-ce qu'il y a des transactions, des documents qui ont été partagés, etc. Et au milieu, toute l'historique des activités, ce qu'on appelle la chronologie, c'est-à-dire tous les échanges, interactions, comportements qui ont pu être constatés. Est-ce qu'il y a eu des échanges d'emails, des réunions, des appels, tout ce qu'on peut imaginer, des tâches faites avec interaction avec cette entreprise ou ce contact. Pardon, je parle hyper vite parce que je vois qu'il me reste T'inquiète. Mais du coup, c'est vrai que cette partie avec toutes les activités au milieu est extrêmement importante. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on va sur l'entreprise, ou on va sur le contact, ou on va sur l'opportunité commerciale, où qu'on aille, en fait, on retrouve l'ensemble de ces informations et surtout, c'est partagé avec tous les collaborateurs de l'entreprise. Donc, imaginons un commercial part en vacances, ben, quelqu'un d'autre peut prendre la suite, un commercial part, un nouveau arrive, une personne au marketing part, une nouvelle personne arrive. Et bon, on peut retrouver tout l'historique et on a tous les échanges et ça, c'est hyper important. On retrouve aussi les appels, les transcriptions, on retrouve plein de choses, quoi. Je vous montre les transactions. Il y a une particularité puisque c'est un mode Kanban, parce que j'ai beaucoup parlé de processus, donc c'est pour ça aussi que je vous le montre. Pourquoi on parle de processus? C'est parce qu'il y a cette notion d'étape qui intervient sur la partie vente quand on est en négociation, mais c'est aussi le cas pour les équipes support quand on est sur de la résolution ticketing. C'est aussi le cas pour la gestion des leads quand il y a une préqualification d'un contact. Il y a toujours ces notions de processus et les processus sont bien sûr transcrits sur des formats de type Kanban où les différents éléments, que ce soit de négociation, etc., vont évoluer étape par étape, avec bien sûr de l'interaction manuelle et aussi des automatisations associées. Si par exemple je passe cette transaction à cette étape-là, on peut imaginer que derrière ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des notifications ou des actions qui vont être transmises soit en interne, soit en externe, parce qu'à cette étape-là, ça implique un certain nombre d'éléments, d'actions, processus, etc. Carrément. En fait, ce qui est bien, c'est que ça permet de matérialiser concrètement un processus marketing, commercial, et de pouvoir automatiser tout ce qui est automatisable. Alors, il y a des choses qu'on va vouloir garder de façon manuelle, bien entendu, mais si on se dit à chaque fois qu'on a un client qui passe de rendez-vous 1 à rendez-vous 2, il faut forcément lui envoyer tel email, eh ben, on pourra automatiser cet email. Si après, par contre, on dit il faut à chaque fois lui passer un coup de fil, eh ben, on pourra faire une notification ou une tâche dans le calendrier du commercial pour dire bah là, tu as 24 heures pour passer le coup de fil qui va bien. Donc vraiment, ce qui est cool, c'est qu'on va formaliser l'ensemble des processus d'entreprise. Comme ça, on s'assure qu'ils vont être respectés et on va automatiser tout ce qui est automatisable. Donc, on leur fait gagner du temps. Donc, on a une meilleure qualité de nos processus, on a un meilleur respect de nos processus et surtout, on gagne beaucoup de temps. Et honnêtement, ce qui intéresse le plus les dirigeants en général, bah, ça va être qu'on a plein de tableaux de bord après pour retrouver tous les indicateurs, faire le suivi, regarder les évolutions du chiffre d'affaires, les évolutions du récurrent, du nombre de leads, etc. etc. Et ça c'est vachement bien. Exactement. Bon, bah top, je pense qu'on est pas mal. On a respecté le timing. Si jamais, donc un grand merci Sandrine pour toutes ces informations, pour tout ce déroulé. Si jamais vous avez la moindre question complémentaire pour Sandrine, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous regardez en replay, à le mettre dans les commentaires aussi directement sur YouTube. Sinon, bah, vous pouvez ajouter Sandrine sur LinkedIn pour lui poser toutes les questions que vous voulez. Et bah, je pense que Sandrine se fera un plaisir de vous accompagner sur un sujet comme HubSpot ou pour bien choisir l'outil le plus adapté à votre besoin sur un outil de CRM et de marketing automation. Donc voilà, donc vous pouvez la contacter directement, vous pouvez contacter Pilotine. Faites-vous plaisir. En tout cas, on est à votre disposition. On vous a mis à disposition plein de contenus complémentaires que vous retrouvez sur la presse. Si vous ne les retrouvez pas, demandez-les nous en direct et on se fera un plaisir aussi de vous les envoyer. Sandrine, j'espère que tu as passé un bon moment. Mais en tout cas, j'ai tout compris. J'espère que les gens qui ont participé ont tout compris aussi. Et puis, bah voilà, je te remercie encore une fois et je te souhaite un bon appétit et un bon appétit à tout le monde. Bon appétit à tous, au revoir. Merci, ciao et belle fin d'été. Ciao, ciao.